Il avait vu des armées s'effondrer sous la faim, mais pas celle-ci. À la fin de 1944, des rumeurs circulaient parmi les officiers allemands affirmant que les troupes américaines recevaient des rations si abondantes que cela paraissait presque absurde. Ce qui ressemblait à de simples repas de campagne cachait en réalité un secret ayant façonné des fronts entiers, un secret que peu de responsables allemands comprenaient ou reconnaissaient. Tout commença dans une tente d'interrogatoire faiblement éclairée près d'Aix-la-Chapelle, où un lieutenant-colonel capturé restait assis bien droit, les bottes couvertes de boue, l'uniforme rigide de froid. Son expression trahissait une confiance presque arrogante. Il observa les policiers militaires américains poser un plateau métallique sur la table. De la vapeur s'en élevait. Il esquissa un sourire narquois, convaincu qu'il s'agissait d'une simple démonstration ostentatoire de l'excès américain. À l'extérieur, ce n'était pas l'héroïsme qui décidait de l'issue des combats, mais la logistique. En 1944, l'armée américaine avait construit la chaîne d'approvisionnement la plus complexe jamais mise en place. Convois, ports, dépôts mobiles et cuisines de campagne capables de nourrir des millions d'hommes sans interruption. Chaque fantassin bénéficiait d'un système conçu pour lui éviter la faim, condition essentielle pour maintenir la puissance des unités. Les officiers allemands avaient été formés à se moquer des rations américaines. Ils croyaient que leur propre repas représentait davantage la discipline militaire. Mais la réalité était différente. Les menus américains n'étaient pas des luxes, c'était de la science appliquée, des calories calculées pour l'endurance, des vitamines dosées pour la résistance, un conditionnement adapté à la boue, au froid et aux tirs d'artillerie. C'était la guerre vue par la nutrition. Au fil des interrogatoires, les Américains observaient attentivement les réactions. Certains prisonniers rejetaient le repas avec orgueil, d'autres restaient figés devant les portions, se souvenant sans doute des réserves décroissantes sur leur propre ligne. Dans ces instants, le déséquilibre de la guerre devenait visible, non par les armes, mais par la faim et l'effritement silencieux du moral. Mais rien ne révéla ce contraste, autant que lorsque les officiers goûtèrent finalement les rations. Ceux qui osèrent furent surpris par la chaleur, la satiété et l'énergie que ces repas procuraient en quelques minutes. Cela contredisait tout ce qu'on leur avait enseigné sur la prétendue faiblesse américaine. Sous la saveur se cachait une vérité troublante. Les Alliés n'étaient pas affamés, et ne le seraient jamais. Dans les quartiers généraux, les analystes suivaient la dégradation de la logistique allemande. Chemins de fer bombardés, production agricole réduite, dépôts perdus. Pendant que les forces américaines alignaient des soldats reposés et bien nourris, les unités allemandes s'épuisaient. Le déséquilibre s'accentuait, transformant chaque bataille en un concours d'endurance que l'Allemagne ne pouvait gagner. Cette tension monta durant tout l'hiver. Dans les camps de prisonniers, des histoires circulaient. Les Américains mangèrent de la viande quotidiennement, recevaient du chocolat, buvaient du café partout. Pour des prisonniers affamés, c'était inimaginable. Les chefs allemands appelaient cela de la propagande, jusqu'à ce qu'ils l'observent eux-mêmes. En mars 1945, la réalité devint impossible à nier. Les officiers autrefois moqueurs comprirent qu'ils n'affrontaient pas une armée ordinaire. Ils faisaient face à une force impossible à affamer, soutenue par une machine logistique plus solide que leur front en ruine. Et avec cette prise de conscience, apparurent les premières fissures dans le mythe de supériorité allemande, bien avant l'effondrement final. Avant de poursuivre, prenez un moment pour soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire. Cela nous aide à dévoiler des histoires de guerre souvent oubliées. Maintenant, revenons aux officiers qui pensaient comprendre l'armée américaine, sans imaginer qu'ils allaient découvrir un système bien différent de tout ce qu'ils connaissaient en Europe. À l'intérieur de la tente d'interrogatoire, l'air portait encore l'odeur du café bouillant et des plateaux métalliques. Le sourire narquois de l'officier allemand persistait, tandis qu'il examinait le repas. Il croyait qu'il s'agissait d'une mise en scène destinée à l'impressionner. Mais les Américains ne jouaient pas un rôle. Ils mangeaient simplement ce qu'ils mangeaient toujours, en campagne comme en opération. Sur le front, les cuisines mobiles américaines fonctionnaient avec une efficacité remarquable. Elles arrivaient derrière les unités en avance, se déployaient en quelques minutes et servaient des repas chauds rapidement. Pour les prisonniers allemands épuisés,
Ces installations semblaient presque industrielles, comme si une usine entière avait été déposée en plein champ de bataille. Les ingénieurs américains savaient que des soldats bien nourris combattaient au plus longtemps et restaient au plus lucides. Chaque ration, K, C ou 10 in 1, était conçue pour réduire la fatigue et maintenir la vigilance sous le stress du combat. Pour les Allemands, qui survivaient avec du pain de plus en plus rare et du café de substitution, un tel niveau de préparation semblait inconcevable. Les rapports des camps de prisonniers décrivaient plusieurs réactions. Des officiers convaincus que ces repas étaient spéciaux, préparés uniquement pour les tromper, d'autres qui, jour après jour, observèrent les soldats américains recevoir exactement les mêmes portions. Cette constance ébranlait chaque croyance qu'ils avaient apportée avec eux. Quand un sergent américain tendit une cuillère à l'officier moqueur, l'attente devint silencieuse. Peu s'attendaient à ce qu'il accepte. Mais une étincelle de curiosité traversa son regard. Il pensait mettre à l'épreuve l'orgueil de l'ennemi. En réalité, il s'approchait d'une révélation qui allait fissurer sa vision entière de la guerre. Il goûta, lentement, prudemment. La chaleur le surprit d'abord, puis la richesse du goût. Ce n'était pas du luxe, c'était du carburant pensé scientifiquement. Son sourire disparut. Ce repas n'était pas improvisé. Il était standardisé, reproduit par millions, livré quotidiennement malgré la neige, la boue et les bombardements. Les officiers américains observèrent attentivement sa réaction. Ils ne recherchaient pas de compliments. Ils analysaient l'impact psychologique. Ils savaient qu'une armée bien nourrie représentait une supériorité industrielle. Chaque expression stupéfaite d'un officier capturé confirmait à quel point ce déséquilibre affectait le moral des forces allemandes. L'officier reposa la cuillère, désormais silencieux. En cet instant, il comprit pourquoi ses propres soldats s'effondraient mois après mois, alors que les Américains avançaient avec une pression constante. Ce n'était pas seulement du courage, c'était la logistique, la nutrition et l'impossibilité totale d'affamer une armée qui transformait la nourriture en arme stratégique. Cette prise de conscience n'était qu'un début. Ce que ces officiers allaient découvrir ensuite briserait les dernières illusions qu'ils conservaient encore sur le déroulement réel de la guerre. Le silence de l'officier s'intensifia alors que les Américains notaient chaque détail. Sa réaction n'était pas unique, elle correspondait à des dizaines d'autres déjà enregistrées. Des sourires méprisants, de l'incrédulité, des regards figés. Toutes ces expressions révélaient le même conflit intérieur. Reconnaître que la force de l'ennemi reposait sur bien plus que les armes. Elle provenait d'une préparation que l'Allemagne n'était plus capable d'égaler. En coulisses, les officiers de logistique américains géraient un système immense et synchronisé. Des cargos traversèrent l'Atlantique chargés de nourriture. Des trains transportèrent les caisses à l'intérieur des terres, puis des camions les distribuaient aux cuisines de campagne. Même sous le feu, ces routes ne s'interrompaient presque jamais. Le renseignement allemand avait largement sous-estimé la capacité américaine à réparer ces voies immédiatement après chaque attaque. À l'inverse, le système allemand croquait sous des conditions impossibles. Les bombardements alliés détruisaient chaque jour les lignes ferroviaires, obligeant les troupes à se reposer sur des réserves locales presque épuisées. L'hiver aggravava tout. Le sol gelé ralentissait le transport et civils comme soldats se disputaient les quelques ressources restantes. La faim n'était pas une menace, elle était déjà un facteur décisif. Dans les camps de prisonniers, le personnel américain surveillait la nutrition avec rigueur. Il voulait des prisonniers suffisamment en forme pour travailler, répondre aux questions et éviter les troubles. Pour les officiers allemands, cette constance semblait irréelle. Ils avaient grandi dans une armée où la pénurie dictait le comportement. Voir un ennemi qui ne manquait jamais de rien ne faisait qu'accentuer leur frustration. Jour après jour, les officiers capturés discutaient des rations américaines entre eux. Certains affirmaient que cette abondance prouvait la décadence des États-Unis. D'autres admettaient qu'elle démontrait leur puissance industrielle. Quelques-uns, plus lucides, craignaient que si la guerre continuait, la faim briserait l'armée allemande bien avant les balles ennemies. Les interrogateurs américains exploitèrent subtilement ces perceptions. Ils savaient que des repas chauds pouvaient adoucir les résistances. Ils constatèrent que les prisonniers parlaient plus facilement lorsqu'ils étaient nourris. Les rapports montrent que des rations bien distribuées pendant les interrogatoires obtenaient de meilleurs résultats que n'importe quelle intimidation.
une découverte qui surprit même les officiers expérimentés. L'officier moqueur, désormais apaisé, réfléchissait à ce qu'il avait goûté. Il comprenait les implications. Une armée qui ne connaît jamais la faim peut avancer indéfiniment. Les approvisionnements ne dictaient plus le rythme, la stratégie le faisait. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel barrage d'artillerie, car cela signifiait que la force ennemie venait d'un système, non d'un événement. Pendant ce temps, la guerre évoluait rapidement autour d'eux. À mesure que les Alliés avançaient en territoire allemand, ils découvraient des stocks abandonnés qui révélaient l'ampleur du désespoir. Pain moisi, soupe diluée, substituts de nourriture alignés sur des étagères presque vides. Comparés aux réserves américaines, ces dépôts semblaient être des rations de survie, pas du carburant pour des soldats. Ce contraste brutal, vécu directement par les officiers capturés, fissura davantage le mythe de supériorité que la propagande allemande avait construit pendant des années. Ce qu'ils considéraient jadis comme de l'excès américain apparaissait désormais comme la colonne vertébrale d'une stratégie militaire implacable, une force que l'Allemagne n'avait jamais pu égaler. Dans les jours qui suivirent, les analystes américains comparèrent les témoignages de dizaines d'officiers capturés. Un schéma clair apparut. La moquerie initiale se transformait en reconnaissance silencieuse. Chaque prisonnier arrivait persuadé que l'abondance américaine était exagérée. Pourtant, après avoir goûté les rations et observé l'efficacité qui les produisait, beaucoup comprirent que leur supposition sur la faiblesse de l'ennemi reposait sur une illusion. L'attente d'interrogatoire restait un environnement contrôlé. Mais les réactions observées à l'intérieur reflétaient une réalité plus vaste. Sur les fronts en ruine, les soldats allemands ne se rendaient pas seulement après des défaites tactiques, mais aussi sous l'effet de l'épuisement physique. La faim détruisait la discipline. Des unités entières se désintégraient lorsque les camions de ravitaillement cessèrent d'arriver. Sans carburant ni nourriture, même les divisions d'élite perdèrent leur cohésion en quelques jours. Les forces américaines comprenaient parfaitement cette dynamique. Elles avançaient avec un élan calculé, veillant à ce que leurs lignes de ravitaillement ne s'étirent jamais au-delà du raisonnable. Les ingénieurs reconstruisirent les ponts en quelques heures. Les convois étaient redirigés immédiatement lorsque les routes étaient bombardées. Les commandants américains accordaient autant d'importance à la nourriture qu'aux munitions, sachant que les deux conditionnèrent la durée de chaque offensive. Dans les rangs allemands, les officiers durent affronter une vérité qu'ils n'osaient pas exprimer. Leur système logistique s'effondrait bien avant leur ligne de défense. Cette machine de guerre, autrefois capable de nourrir des armées entières, ne parvenait plus à fournir les rations les plus basiques. Chaque manque minait le moral, créant des fractures invisibles qui se répandaient dans les divisions comme des fissures dans l'acier. À mesure que de nouveaux prisonniers arrivaient, le personnel américain notait leur déchéance physique. Joues creusées, mains tremblantes, uniformes trop larges. Beaucoup n'avaient pas mangé un repas complet depuis plusieurs jours avant de se rendre. Certains s'effondraient dès leur arrivée au camp. Leur état contrastait fortement avec la posture stable et énergique des soldats américains qui continuaient à avancer vers l'est. Dans la tente, les officiers capturés percevaient eux aussi ce contraste. Ils chuchotaient entre eux à propos de colonnes de ravitaillement disparues, d'ordres restés sans réponse et de rumeurs selon lesquelles des bataillons entiers se rendaient pour échapper à la famine. Peu l'admettaient publiquement, mais beaucoup reconnaissaient que la faim était devenue l'ennemi le plus impitoyable de l'Allemagne, sapant ses forces de l'intérieur. Les interrogateurs américains ne cherchaient pas à exploiter cette souffrance avec cruauté. Au contraire, ils l'observaient de façon clinique, analysant comment la privation influençait le comportement militaire. Leur rapport concluait à une réalité simple, mais dévastatrice. Dès que la faim s'installait, les unités allemandes perdèrent la capacité de soutenir des opérations prolongées, rendant l'effondrement stratégique inévitable malgré les armes restantes. L'officier moqueur, qui voyait autrefois dans les rations américaines un symbole d'excès, les considérait désormais comme la preuve d'une puissance industrielle supérieure. Il comprenait que les batailles n'étaient plus déterminées par la tactique ou le courage seul, mais par la capacité d'une nation à nourrir ses soldats. Et cette bataille-là, l'Allemagne l'avait déjà perdue. Cette prise de conscience se propagea discrètement parmi les officiers capturés, créant un récit contredisant les messages officiels de résilience.
Une question les hantait désormais. Comment pouvait-il espérer vaincre un ennemi qui ne connut jamais la faiblesse de la faim? À mesure que les interrogatoires s'élargissaient, les officiers américains remarquèrent un changement de ton. Les prisonniers allemands, autrefois stricts et formels, parlaient désormais avec une résignation discrète. Ils décrivaient des défaillances logistiques apparues bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. Camions démontés pour récupérer des pièces, wagons immobilisés après des bombardements, dépôts vidés avant même l'arrivée des renforts. La faim avait infiltré tous les niveaux de commandement, remodelant la guerre sans un seul coup de feu. L'un des témoignages décrivait un bataillon survivant durant des semaines avec des demi-rations. Les soldats faisaient fondre la neige pour boire et cherchèrent des racines dans des forêts gelées. Lorsque les colonnes de ravitaillement cessèrent d'arriver, la discipline se fissura. Certains désertèrent. D'autres se rendirent à la première occasion. L'officier qui racontait cela ne montrait ni honte ni colère, seulement la fatigue accumulée d'avoir porté un fardeau que son commandement refusait de voir. Les analystes américains comparèrent ces récits au rapport du terrain. Partout, les unités allemandes manifestaient les signes d'un effondrement nutritionnel. Réaction plus lente, jugement altéré, endurance réduite. Ces symptômes n'étaient pas isolés. Ils formaient une carte précise d'une armée affamée jusqu'à la fragilité. Cela confirmait ce que les logisticiens soupçonnaient déjà. L'ennemi se désagrégeait de l'intérieur. Pendant ce temps, les soldats américains bénéficiaient d'un système qui considérait la nourriture comme une stratégie. Leur repas leur apportait une énergie stable, leur permettant de marcher plus longtemps et de combattre plus intensément, sans la fatigue mentale typique des troupes affamées. Les commandants notèrent souvent comment un repas chaud suffisait à transformer l'épuisement en détermination. La nourriture n'était pas un confort, c'était une arme. Dans les camps, les officiers allemands observaient l'efficacité américaine de près. Chaque livraison arrivait à l'heure. Chaque cuisine fonctionnait avec discipline. Chaque soldat mangeait sans aucune crainte de manquer. Les prisonniers revenaient sans cesse à la même question. Comment avaient-ils pu sous-estimer une telle machine logistique? Certains prisonniers éprouvèrent de la douleur en reconnaissant ces faits. Pendant des années, la propagande leur avait dépeint les Américains comme faibles, indisciplinés et dépendants de leurs excès. Pourtant, en observant leur constance et leur endurance, les officiers allemands réalisaient que ce n'était pas l'abondance qui renforçait l'armée américaine. C'était la fiabilité. L'officier moqueur ressassait cette idée. Il comprenait la logistique et avait déjà exprimé ses inquiétudes sur un système allemand surchargé. Mais personne ne l'avait écouté. Maintenant, après avoir goûté aux rations américaines et constaté leur abondance, il comprenait à quel point sa propre armée avait ignoré l'essentiel. Ce qu'il jugeait autrefois comme de l'excès se révélait être l'épine dorsale de la stratégie américaine. Au fil des jours, les notes d'interrogatoire reflétaient non seulement du renseignement, mais aussi un changement de perspective. Les officiers expliquaient comment la faim déformait les choix tactiques, unités se repliant prématurément, commandants évitant les engagements prolongés, soldats trop faibles pour porter des charges complètes. Ce qui ressemblait à des erreurs était en réalité des symptômes de la famine. Au début du printemps, les Américains conclurent que la nourriture était devenue l'un des facteurs les plus décisifs du théâtre européen. Une armée bien nourrie avançait avec intention. Une armée affamée s'effondrait sous son propre poids. Et pour l'Allemagne, l'effondrement avait commencé bien avant la chute des premières villes. À mesure que les lignes alliées pénétraient plus profondément en Allemagne, les postes de ravitaillement abandonnés révélèrent la vérité déjà décrite par les prisonniers. Des étagères autrefois remplies de viande en conserve et de céréales n'abritaient plus que des soupes maigres, des navets séchés et des substituts alimentaires presque inutilisables. Ces découvertes confirmaient une conviction croissante. L'armée allemande n'était pas seulement surpassée, elle mourait de faim. Les unités de renseignement de terrain documentaient chaque site avec précision. Elles mesuraient les rations restantes, photographiaient les locaux délabrés et comparaient leurs observations aux témoignages des prisonniers. Les preuves formaient un tableau cohérent. La machine de guerre allemande avait perdu sa capacité à se nourrir elle-même bien avant que le territoire ne soit envahi. Chaque entrepôt racontait la même histoire d'effondrement. Les commandants américains adaptèrent leur stratégie en conséquence. Sachant que l'ennemi manquait d'énergie pour résister longtemps,
ils intensifièrent leur avance dans certains secteurs. Là où ils attendaient des combats acharnés, ils trouvaient des soldats trop affaiblis pour tenir leur position. La faim transformait des batailles potentielles en escarmouches brèves, les défenses s'écroulant avant même de s'organiser. Les officiers allemands, eux, réagissaient différemment à cette réalité. Certains persistaient à croire que les pénuries étaient temporaires. D'autres reconnaissèrent la vérité mais craignaient de l'admettre publiquement. Pourtant, tous, après avoir vu l'abondance américaine, ressentaient le poids du contraste. Le fossé entre ce que leurs soldats enduraient et ce que l'ennemi recevait chaque jour devenait impossible à ignorer. Dans l'attente d'interrogatoire, l'officier moqueur commença à parler plus librement. Il évoqua les pannes de transport, les convois manqués et les tentatives désespérées pour prolonger des rations déjà insuffisantes. Il ne parlait ni avec colère ni avec honte, mais avec résignation. Il comprenait que les soldats ne perdaient pas les batailles par manque de courage. Ils les perdaient par manque de calories. Les analystes américains remarquèrent un thème récurrent. Les troupes allemandes étaient forcées de combattre dans un état de déficit nutritionnel constant. Cela affectait la rapidité des réflexes, la prise de décision et la discipline. Même les unités vétéranes montraient une fatigue cognitive perceptible, interprétant mal les ordres ou hésitant dans les moments critiques. La faim altérait les instincts mêmes sur lesquels un soldat comptait. Pendant ce temps, les unités américaines affichaient le phénomène inverse. Nourries régulièrement, elles exécutaient des manœuvres complexes, sous une pression intense. Les rapports de terrain soulignaient que, même après plusieurs jours d'avance ininterrompue, les soldats restaient alertes. Une bonne nutrition agissait comme un stabilisateur, permettant aux commandants de planifier sans craindre l'épuisement de leurs troupes. Le contraste devenait particulièrement évident lors des transferts de prisonniers. Beaucoup de soldats allemands s'effondraient après des marches courtes, nécessitant des soins médicaux avant l'interrogatoire. Ces scènes montraient aux Américains le coût humain de l'effondrement logistique. La guerre ne se perdait pas seulement sur des cartes, elle se perdait dans des corps incapables de continuer le combat. Lorsque les analystes réunirent toutes les données, une conclusion se dégagea. La chute de l'Allemagne avait commencé bien avant que ses fortifications ne cèdent. Elle avait commencé le jour où ses lignes de ravitaillement ne purent plus soutenir les exigences d'une guerre mondiale, alors que l'Amérique, elle, maîtrisait l'art de nourrir une armée qui ne manquait jamais de force. Dans l'ensemble des camps de prisonniers, le personnel médical américain évaluait l'état des nouveaux arrivants avec une inquiétude grandissante. Beaucoup arrivaient sévèrement amaigris, leurs muscles affaiblis par des mois de rations insuffisantes. Les médecins notaient des cas de fatigue si profonde que même des gestes simples provoquèrent des tremblements. Ce n'étaient pas des exceptions, c'était le reflet d'une armée littéralement rongée de l'intérieur. L'officier moqueur, autrefois convaincu de l'endurance allemande, observait maintenant l'épreuve physique tout autour de lui. Il voyait de jeunes soldats incapables de tenir debout durant l'appel, leurs visages creusés par la faim. Le contraste avec les gardes américains, robustes et bien nourris, ne pouvait être ignoré. C'était une démonstration vivante de la manière dont la logistique déterminait l'issue de la guerre bien plus que l'idéologie. Les interrogateurs américains s'intéressaient de plus en plus à la façon dont les unités allemandes tentaient de s'adapter aux pénuries constantes. De nombreux prisonniers décrivaient des improvisations, diluer la soupe avec de la neige fondue, rationner le pain sur 3 jours, cuire ce qu'ils trouvaient, racines, restes, morceaux récupérés. Les officiers ne parlaient pas avec honte, ils parlaient avec lassitude, conscients qu'ils n'avaient pas échoué par manque de volonté, mais par manque de moyens. Les rapports provenant des unités alliées en progression confirmaient cet état d'effondrement. Dans les bunkers capturés, les soldats trouvèrent des cuisines improvisées remplies de casseroles brûlées, de restes carbonisés et de maigres provisions. Ces scènes montraient comment la survie était devenue la règle quotidienne pour une armée autrefois réputée pour sa discipline. Les logisticiens américains comprirent parfaitement la signification de ces signes. L'armée allemande n'était pas seulement épuisée, elle avait dépassé un seuil où son déficit nutritionnel l'empêchait de combattre efficacement. Chaque jour de privation élargissait le fossé entre les deux forces, transformant les divisions allemandes en ombre d'elles-mêmes.
Les notes d'interrogatoire révélèrent un changement psychologique frappant. Les officiers allemands, qui voyaient autrefois l'abondance américaine comme un excès, exprimaient désormais un respect réticent. Ils reconnaissaient que les États-Unis avaient maîtrisé un aspect de la guerre qu'ils avaient négligé. L'importance vitale d'une alimentation constante pour maintenir non seulement les corps, mais aussi le moral. L'officier moqueur réfléchissait avec amertume à ses souvenirs. Il se rappelait des réunions où les problèmes de ravitaillement étaient minimisés, éclipsés par des discussions sur des tactiques brillantes. Mais ici, face aux preuves vivantes, il comprenait que la stratégie importait peu lorsque les soldats marchaient l'estomac vide. La faim avait saboté chaque plan bien avant son exécution. Le personnel américain remarqua que cette prise de conscience rendait les interrogatoires plus fluides. Les officiers parlaient plus ouvertement des conditions des troupes, des convois manquants et des effondrements logistiques. Ils ne blâmaient pas leurs soldats. Ils blâmaient le système qui leur avait promis une guerre d'endurance, mais leur avait livré une guerre de privation. À mesure que ces témoignages s'accumulaient, une vérité sombre s'imposa. L'Allemagne n'avait pas seulement été dépassée en nombre ou en armement, elle avait été dépassée en alimentation. Et dans une guerre moderne, une armée qui ne peut pas manger est une armée déjà vaincue. Avant de continuer, prenez un instant pour soutenir cette chaîne comme les armées soutenaient autrefois leur campagne. Abonnez-vous, laissez un like et partagez vos impressions. Votre soutien garde vivantes ces archives historiques. Maintenant, revenons aux officiers qui comprirent enfin pourquoi leurs armées avaient faibli bien avant la chute de leur ligne. Avec l'arrivée du printemps, les analystes américains achevèrent des évaluations nutritionnelles sur des milliers de prisonniers. Les résultats étaient alarmants: carences sévères en vitamines, perte musculaire, réflexes ralentis, affaiblissement du système immunitaire. Ces constats ne reflétaient pas seulement des cas individuels. Ils dessinaient la carte d'un effondrement militaire causé par l'incapacité d'un système à nourrir ses propres soldats. Dans l'attente d'interrogatoire, l'officier moqueur observait ces examens avec une expression de plus en plus crispée. Il avait longtemps cru que la discipline allemande compenserait les pénuries. Maintenant, il voyait comment la biologie avait trahi cette croyance. Aucune volonté ne pouvait remplacer les calories qui n'existaient pas. La faim était devenue une force stratégique, capable de remodeler la guerre sans tirer un seul coup. Les officiers américains remarquèrent comment la faim influençait les redditions. Les unités privées de nourriture abandonnaient plus facilement leur position, négociaient des capitulations ou se repliaient prématurément. Des rapports faisaient état de soldats trop faibles pour lever leurs fusils, trop épuisés pour monter la garde, trop mal nourris pour résister à des engagements prolongés. La pénurie brisait la résistance à un niveau invisible mais fatal. Pendant ce temps, les troupes américaines, nourries régulièrement, avançaient avec une constance presque mécanique. Pour de nombreux prisonniers allemands, cette endurance semblait irréelle. L'armée américaine leur apparaissait comme un organisme industriel, alimenté par des lignes de ravitaillement inépuisables qui traversaient l'océan sans jamais se rompre. L'officier moqueur finit par exprimer cet écart ouvertement. Il décrivit ce sentiment d'effondrement progressif qui hantait les commandants à mesure que les rations diminuaient. Les décisions devenaient plus lentes, les tempéraments s'érodiaient, la confiance disparaissait. La faim remodelait le leadership lui-même, transformant les stratégies en tentatives de survie. Les officiers n'étaient plus des commandants, ils étaient devenus des gestionnaires de pénurie. Les analystes compilèrent ces témoignages dans des rapports destinés au haut commandement. La conclusion était évidente. L'effondrement stratégique de l'armée allemande était inséparable de son effondrement nutritionnel. La guerre moderne ne se gagnait pas seulement par les armes, elle se gagnait par la capacité de maintenir l'effort. L'Amérique avait maîtrisé cela, l'Allemagne, non. Même les prisonniers restés idéologiquement loyaux ne pouvaient nier ce qu'ils observaient. Ils parlaient des cuisines de campagne américaines avec un mélange de stupéfaction et d'admiration. Certains décrivaient l'odeur des repas chauds flottant dans les camps comme quelque chose d'irréel. Un rappel de ce que leurs propres troupes n'avaient plus connu depuis des mois. Pour l'officier moqueur, le véritable point de bascule avait été un geste simple. Une cuillerée de nourriture chaude. Elle avait brisé des années de propagande,
dévoilant un ennemi fondé non sur l'excès, mais sur la préparation. À cet instant, il comprit la véritable arme des États-Unis. Une armée qui ne connaissait jamais la fin et avançait avec la certitude de ceux dont la force ne faiblissait jamais. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette révélation n'était que le début d'une compréhension plus profonde du renversement de la guerre, bien avant les derniers combats. À mesure que les archives alliées se remplissaient de rapports, une chronologie plus claire apparaissait. L'effondrement logistique de l'Allemagne avait commencé bien plus tôt que la plupart des officiers ne l'imaginaient, bien avant la chute des grandes villes. Les défaillances du transport, les pénuries de carburant et la baisse de la production agricole s'étaient combinées en une lente famine qui avait vidé l'armée de sa capacité à se battre. Lorsque les soldats de première ligne ressentirent enfin la faim, le mal était déjà irréversible. L'officier moqueur passa des semaines à méditer cette chronologie, tandis que les interrogateurs la reconstituaient. Il se souvenait des convois qui n'arrivaient jamais, des ordres émis sans ressources pour les soutenir, et des soldats forcés de conserver leur énergie durant les marches. Ces souvenirs, autrefois considérés comme des incidents isolés, formaient maintenant un schéma qu'il ne pouvait plus nier. L'Allemagne avait perdu la guerre logistique avant même de perdre la guerre militaire. Les analystes américains tiraient la même conclusion dans leur rapport. Ils soulignaient qu'une armée affamée ne s'effondrait pas d'un seul coup. Elle s'érodait progressivement au rythme de milliers de petites défaillances. Réaction plus lente, morale affaiblie, jugement altéré, endurance réduite. Ces limites humaines, multipliées à l'échelle des divisions, devenaient des faiblesses stratégiques qu'aucune discipline ne pouvait compenser. Dans les camps de prisonniers, les officiers autrefois fiers reconnaissaient désormais à quel point ils avaient sous-estimé la nourriture comme arme. Ils s'étaient concentrés sur les tactiques, les fortifications et la puissance de feu, persuadés que la victoire dépendait du génie militaire. Mais les Américains avaient abordé la guerre scientifiquement, en veillant à ce que chaque soldat dispose de l'énergie nécessaire pour supporter de longues campagnes. Ce n'était pas un luxe, c'était une stratégie. L'officier moqueur comprit cette vérité de manière particulièrement douloureuse. Il s'était moqué des plateaux posés devant lui, pensant qu'ils représentaient de la faiblesse. En réalité, il symbolisait un système conçu pour éviter cette faiblesse. Il voyait maintenant le lien entre ce repas simple et la pression incessante exercée par l'armée américaine sur tous les fronts. La faim rendait l'Allemagne fragile. La nourriture rendait l'Amérique imparable. Au fil des semaines, il observa la récupération rapide des prisonniers mieux nourris. La vitesse de leur amélioration le stupéfia. Des soldats arrivés tremblants et affaiblis retrouvèrent de la force en quelques jours seulement. Cela lui prouva ce qu'il avait longtemps refusé d'admettre. Leurs échecs sur le champ de bataille n'étaient pas moraux, mais physiques, conséquence directe de la famine. Les officiers américains utilisèrent ces observations comme preuve vivante. Un soldat bien nourri retrouvait discipline, jugement et endurance. Un soldat affamé ne le pouvait pas. Ce contraste racontait la véritable histoire de la guerre. Une histoire où la victoire dépendait moins de l'idéologie que de la chaîne d'approvisionnement et des calories. À la fin de la guerre, la conclusion devint irréfutable. Les officiers allemands ne considéraient plus les rations américaines comme des luxes, mais comme des armes stratégiques à part entière. Leur sourire moqueur avait disparu, remplacé par une compréhension sobre. L'avantage majeur de l'armée américaine n'était ni son nombre ni sa puissance de feu, mais le fait qu'elle ne connut jamais la faim. Pas un seul jour. Que pensez-vous de cette histoire? Intrigante, n'est-ce pas? Regardez la vidéo affichée à l'écran, je l'ai sélectionnée spécialement pour vous. À tout de suite.